Avant de vous écouter, recevons notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous appelez, rappelez-nous votre nom. Mustapha Salan. Voilà. Mustapha, vous avez vécu, et vous témoignez ce matin, parce que vous avez vécu quelque chose d'effroyable. Je demande à tous nos auditeurs d'imaginer ce que vous avez vécu. C'était en 2018. Quel jour exactement ? Le 11 décembre 2018. Exactement. Le 11 décembre 2018. Vous êtes à Strasbourg. Vous êtes chauffeur de taxi. C'est bien cela ? Oui. Ce jour-là, il est quelle heure ? Il est 19h58 exactement. 19h58 exactement. Que se passe-t-il à 19h58 ? Vous êtes dans Strasbourg ? Je suis au cœur de Strasbourg, dans le quartier de la Petite France, un quartier touristique, oui, où je venais de déposer 4 parlementaires italiens pour y aller dîner ce soir-là, dans ce quartier-là. Voilà. Bon. Ensuite, vous venez de déposer les 4 parlementaires italiens. Que se passe-t-il ensuite ? À ce moment-là, je suis absorbé par un regard d'une personne qui sort derrière une camionnette avec un regard noir et qui, d'un pas précipité, qui vient vers moi et s'installe derrière dans le taxi et il m'ordonne... Il ouvre la portière ? Non. Non. La porte, elle est déjà ouverte puisque les parlementaires, quand ils sont descendus, ils ont laissé la porte arrière ouverte. Ils ont laissé la porte arrière ouverte. Oui. L'homme s'installe à l'arrière de votre taxi ? Oui. Et il m'ordonne de l'emmener dans un quartier à proximité de Strasbourg qui s'appelle le Neudorf pour, soi-disant, que sa maman est malade. Et à ce moment-là, je le vois qu'il transpire, il n'est pas bien et je comprends très très vite, il n'a rien d'un touriste. En même temps, je remarque qu'il a une masse en dessous de sa veste, sous sa doudoune, et je dis, ce type-là, il est louche, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais l'emmener plus loin et je m'expliquerai tout à l'heure après avec lui. Ah, c'est-à-dire que vous avez compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui, parce que, vous savez, étant donné que je suis chauffeur de taxi, mais aussi un ancien physionomiste et un ancien karatéka, donc oui, j'ai cette fibre et cette sensibilité, justement, de repérer les individus potentiels, bons clients, mauvais clients, justement, et j'ai cette fibre-là, et je comprends qu'il fallait l'éloigner d'ici. Et vous ne savez pas, évidemment, que vous avez pris en otage l'auteur de l'attentat du marché de Strasbourg. Je ne savais rien à ce moment-là. La radio, elle était éteinte. J'avais aucune information, pas un coup de fil. Tout ce que j'ai remarqué, il y a une précipitation des gens à proximité. Cette place, elle est noire de monde et il y a beaucoup de monde. Et il venait de tuer un touriste thaïlandais à 25 mètres de moi. Voilà. Il venait de tuer un touriste thaïlandais. En tout, 5 personnes ont été tuées et une autre blessée. 5 personnes tuées et 11 blessés. 11 blessés même. Graves. 11 blessés graves. 11 blessés graves. Cet homme, donc, qui a tué, est installé derrière. Que se passe-t-il ensuite ? Alors, on roule, il m'ordonne de partir. C'est lui qui désigne, si vous voulez, l'itinéraire. Ah, c'est lui. Il vous fixe l'itinéraire. Oui, c'est lui. Il vous menace ou pas ? Pas tout de suite. Si vous voulez, je sens que dans verbal, il me menace verbalement. Je vois qu'il y a une agression verbale parce qu'il me tutoie, il crie, il est nerveux, il transpire. Et à 200 mètres de la place où je l'ai pris, il m'annonce qu'il vient de faire un attentat à Strasbourg, qu'il vient de tuer 10 personnes, qu'il a tiré sur des militaires, qu'il en a tué aussi des militaires et qu'il était blessé. Et à ce moment-là, il me place son arme au niveau de mes côtes et il m'annonce à partir de cet instant-là, je vais aller plus nulle part, c'est fini pour moi ce soir, qu'on allait mourir tous les deux ce soir-là. Alors, vous savez, vous êtes là à l'intérieur, vous croyez, vous ne croyez pas, s'il vient faire un attentat. Et je me suis dit, voilà, mon heure est arrivée. Et j'ai commencé à faire ma première prière avant de mourir, de dire au revoir à mes enfants, à ma femme et à mes parents, et de demander pardon. Et je me suis dit, je me suis fixé une règle, j'ai dit, il est hors de question de mourir de cette manière-là, d'être assis. Je préfère mourir debout que d'être assis et de faire face à ce type-là. Je vais user tout mon savoir-faire et toute ma capacité psychologique et intellectuelle pour faire face à cette situation-là. Et donc, plus on avance sur cette route, plus il me parle beaucoup. Moi, je réfléchis en même temps comment j'arrive à m'en sortir de cette situation-là.
Et on arrive à peu près à 900 mètres du commissariat et il me dit maintenant, tu prends direction le commissariat et on va au commissariat. Et je me suis dit, si on va au commissariat, ça veut dire qu'il veut tuer du policier, il veut finir le travail. Dans ce cas-là, je vais me jeter avec lui dans l'eau pour en finir une fois pour toutes. C'est-à-dire, ça fait plus d'1 quart d'heure que je suis avec lui dans la voiture. J'arrête pas de subir, si vous voulez, une confrontation. Il y a un face-à-face avec lui. Et j'en ai déduit que sans doute, sous sa veste, il y avait sans doute un gilet explosif ou une ceinture explosive et qu'on allait rester ensemble pour y aller s'exploser. Et je me suis dit, il est hors de question qu'il tue un policier ou qui que ce soit. Je vais me jeter avec lui dans l'eau, parce qu'à proximité du commissariat, vous avez la rivière de Lille qui passe, et j'ai dit, je vais en finir une fois pour toutes. Et là, à ce moment-là, il est pris de douleur au niveau de son bras, et il me dit, d'abord tu vas me soigner, après on ira au commissariat. Et je comprends qu'il y a un point faible que je vais exploiter et que je vais appuyer dessus. Et je lui dis, si tu veux que je te soigne, dans ce cas-là, il faut que tu descendes de la voiture, j'ai tout dans le coffre. Donc on s'engouffre dans une ruelle à proximité du commissariat. Et il me fait descendre, il me pointe l'arme sur le ventre, il me dit, tu fais le malin, je t'allume. Je dis, non, t'inquiète pas, je vais te donner de quoi te soigner. Et je lui pose un paquet de mouchoirs au niveau de son bras, avec une bouteille d'eau. Et à ce moment-là, si vous voulez, ce paquet de mouchoirs et cette bouteille d'eau l'embête, il baisse son arme au niveau de sa ceinture. Moi, j'arrive si vous voulez, à le photographier dans le moindre détail. Il commence à prendre la bouteille d'eau et j'en profite d'un moment d'inattention. Je monte dans la voiture et j'accélère. Je fais à peu près 150 mètres. Je me retourne, je le vois qu'il est en train d'ouvrir cette bouteille d'eau et ce paquet de mouchoirs pour boire. Et je prends la direction de moins d'1 minute, le commissariat. Et j'arrive au commissariat et je donne toutes les informations nécessaires pour que cet individu soit arrêté ou neutralisé par la suite. Il ne vous a pas tiré dessus ? Il n'a pas eu le temps Pas eu le temps parce que, autant que karatéka, je sais que quand on a une douleur quelque part, on est concentré sur une douleur et c'est une fraction de quelques secondes, de 3-4 secondes, j'ai réussi à m'échapper. Alors, on va mourir ensemble, c'est le titre du livre que vous publiez. Non. C'est 15 minutes pour sauver ma vie. Oui, pardon, oui. Oui, mais on va mourir ensemble, c'est le sous-titre. Hein. Oui. C'est 15 minutes pour sauver votre vie, mais on va mourir ensemble, c'est l'idée du livre. Oui. Hein. Parce que vous pensiez mourir avec lui. On est face à la mort. Vous êtes face à la mort, vous étiez face à la mort. Oui. Bon, cet homme a été arrêté et son procès débute quand ? Eh bien demain. Alors, il n'est pas arrêté, il a été neutralisé. Neutralisé, oui, pardon, oui, c'est vrai. C'est le vrai mot, neutralisé. Et son procès débute demain. Ses complices, parce qu'il a quand même 5 complices dans cette affaire-là. Il y a 5 complices ? 5 complices, oui. Et il y a 5 complices, c'est les personnes qui lui ont fourni l'arme au moment des faits. C'est grâce à cette arme-là qui a réussi à tuer 5 personnes et en a blessé 11 autres. Bien. Cette scène, vous l'avez vécue des milliers de fois, j'imagine. J'ai pas arrêté, si vous voulez, dans les premières années, deux premières années, sans cesse, en cauchemar, toutes les nuits, rêver de ce terroriste, d'échanger avec lui. Alors moi, je le nomme pas par son nom ni son prénom, parce que je pense que... Oui, c'est pas la peine. Ces gens-là, ils doivent pas être mérités d'être présentés de cette manière-là. Donc j'ai vécu ce calvaire-là déjà chez moi pendant plus de 2 ans. Et aujourd'hui, bien sûr, à chaque moment des faits, au 11 décembre, ça revient de nouveau et ça remonte de nouveau tous ces souvenirs, ce cauchemar que j'ai pu vivre ce soir-là. Voilà, 15 minutes pour sauver ma vie, coécrit avec Frédéric Ploquin aux éditions Plomb. C'est le titre de votre livre. C'est votre récit. Aujourd'hui, vous n'êtes plus chauffeur de taxi. Le taxi, pour moi, c'est fini. C'est fini. C'est fini. J'étais pas seulement chauffeur de taxi au moment des faits, j'étais aussi chef d'entreprise, j'étais gérant d'une autre entreprise que j'ai perdu du fait d'être dans un stress post-traumatique et qui a donné naissance derrière une dépression pendant des années et j'ai tout perdu suite à cet attentat. Est-ce qu'à un moment donné ou un autre, vous avez compris que c'était un terroriste ? Quand il m'a annoncé la patate chaude, j'ai compris. Tout de suite, vous avez compris que vous aviez affaire à un terroriste. Oui, absolument. Oui. J'ai cette fibre, comme je vous ai dit, je suis un physionomiste, j'ai travaillé longuement avec les jeunes du quartier, j'avais créé des salles de sport, de karaté dans les quartiers, et je connais la motivation des uns et des autres et de leur manière de penser et de s'attaquer justement je dirais à notre religion, parce qu'il ne faut pas oublier que moi je suis aussi musulman. Ben vous êtes musulman, et lui était musulman, il a tué au nom d'Allah. Oui.
Il a tué au nom d'Allah. Est-ce que vous avez parlé de ça avec lui? Non, je ne sais pas aller dans ce registre-là. Dans ce registre-là, oui. Pour la bonne raison, moi je connais mon islam. Mon islam c'est la religion de paix, de tolérance, de bien vivre ensemble, de l'amour. Lui, il est dans une idéologie de tuer des gens et je ne veux pas y aller parce que je sais qu'à un moment ou à un autre, j'aurai le dessus là-dessus. Mais c'était une confrontation supplémentaire pour moi. Oui. Du fait que moi, surtout, je dois réfléchir et minimiser la situation. Il faut que ça soit en ma faveur. Et je dois le valoriser de ce qu'il venait de faire pour justement, pour aller dans son sens à lui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis président d'une association que je préside, fondateur de l'association Victimes Attentats pour la défense des victimes. Donc, nous avons 3 objets, c'est la défense des victimes, la bientraitance et la réparation intégrale des victimes. C'est le devoir de mémoire et la sensibilisation et la prévention contre la radicalisation et de défendre les valeurs de la République. Bravo. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bravo pour votre sang-froid, Mostafa Salane, parce que ça n'a pas dû être évident. Non. Nous sommes tous en train de réfléchir à cette situation si nous avions été à votre place. Parce que ça aurait pu arriver à n'importe qui. N'importe qui. Cet homme qui fuyait, qui voulait encore tuer, qui venait de tuer, qui voulait encore tuer, et qui se retrouve à l'arrière de votre taxi, qui entre par la porte ouverte. Mostafa Salane, merci d'être venu nous raconter ce témoignage. 15 minutes pour sauver ma vie. Alors, procès, je le dis, qui débute demain, 29 février. Est-ce que, en tant que... Lorsque vous, au commissariat, comment sont conduits les policiers avec vous ? Si vous voulez, au départ, je viens en tant que témoin. Je suis le témoin clé dans cette affaire-là. Oui. Mes informations sont prises immédiatement et je suis interrogé pendant 8 heures. Pendant 8 heures, oui. Donc, sur 2 jours, le lendemain, pareil, je reviens pour demander de l'aide et je me retrouve de nouveau... On se demande si vous n'êtes pas complice, à certains moments. Bien sûr, il y a un soupçon de complicité. Il y a un soupçon de complicité, bien sûr. Il faut affiner, il faut enquêter, etc. Voilà, donc c'est une chose que je prends, si vous voulez, au départ, vous réalisez pas, j'ai tourné un film malgré moi. J'étais face à une situation où je planais complètement, j'étais pas, vous voyez, pour moi, c'était pas de la réalité. Vous avez tourné un film malgré vous. Oui, absolument. Et ce que j'ai à dire, c'est que si j'avais à le refaire, je n'hésiterais pas à le refaire de nouveau. Parce que c'est ma façon d'être, c'est ma façon... que j'étais élevé, éduqué. Voilà, et pas à travers mon sport, à travers ma religion, à travers mon pays qui est la France aussi, qui m'a enseigné ces valeurs-là. Donc c'est formidable témoignage. Ça fait du bien d'entendre ce que vous dites, Mostafa. Merci. Il est 9h20, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite.